pour l'invitation. Je suis très heureux d'être avec vous ce soir. Je ne vais pas parler beaucoup de sciences, mais plutôt effectivement de sujets qui sont très liés à la recherche. Donc, je vais parler d'innovation. Alors, on pourrait commencer en se disant c'est quoi l'innovation? Qu'est-ce que c'est l'innovation? Qu'est-ce qui veut tenter une réponse? C'est pas un piège, hein. Toutes les réponses sont bonnes. Hein. Bon, usuellement, on dit l'innovation, c'est la définition la plus courante, c'est l'innovation, c'est une invention qui rencontre le marché. Alors, je pense que c'est un point de départ, mais c'est une définition qui est très étroite. Moi, j'aurais envie de dire, et c'est quelque chose que je vais filer dans cet exposé, c'est l'innovation, c'est la société en train de se faire. Quand on regarde l'histoire de nos sociétés, en fait, on voit combien les transformations, les façons de faire, et je reviendrai là-dessus, en fait, ont façonné nos sociétés. Donc, l'innovation, c'est un sujet important, parce que l'innovation, ce sont nos sociétés en train de se faire. Alors évidemment, on a différentes conceptions de l'innovation. Vous vous souvenez peut-être de la Startup Nation, donc de notre cher président Macron. C'était en 2017, ça s'est fait une éternité. Et donc, l'esprit start-up, c'est le courage, l'audace, l'agilité. Nous devons devenir la nation des start-up d'ici 5 ans. C'est une transformation profonde. Donc ça, c'est une vision de l'innovation, une vision de la façon dont l'innovation doit transformer nos sociétés. En fait, ce sur quoi je veux insister, c'est le fait que l'innovation est vraiment une thématique centrale aujourd'hui dans les politiques publiques. Donc c'est pas simplement une position de notre président de la République française. On le retrouve aussi beaucoup au niveau européen, depuis le début des années 2010, avec notamment les grands programmes cadres de recherche et développement de l'Union européenne, et donc notamment Horizon 2020. Si vous lisez ce qui est sur cette diapo, vous voyez que l'innovation est conçue comme la seule réponse aux grands défis de notre époque, les grands défis sociétaux. En fait, si ce texte a une quinzaine d'années, en fait, ce sont toujours les mêmes. Hein, le changement climatique, l'approvisionnement en énergie, la rareté des ressources, l'impact des changements démographiques. Et donc, la position de la Commission européenne, c'est de dire, en fait, si on veut maintenir notre niveau de vie tout en répondant à ces grands défis, défendre le modèle social européen, il faut absolument miser sur la recherche et l'innovation. Et c'est vraiment une constante. Vous avez peut-être vu ce rapport récent, qui est le rapport de Mario Draghi, l'ancien président de la Banque centrale européenne, l'ancien Premier ministre italien, sur le futur de la compétitivité de l'Europe. C'est un rapport qui date de septembre 2024, donc en quelque sorte pour accueillir la nouvelle ancienne présidente de la Commission, Ursula von der Leyen. Et donc ce rapport en fait propose d'investir au niveau européen 850 milliards d'euros par an dans la recherche et l'innovation. Et en positionnant l'innovation là comme quelque chose qui est assez fondamental pour réduire les écarts de productivité avec la Chine et avec les États-Unis. Et on sait que dans de nombreux secteurs, effectivement, on est aujourd'hui distancé par ces deux grands espaces qui misent beaucoup sur la recherche et sur l'innovation.
Donc la question en fait que je voudrais, la première question que je voudrais discuter avec vous, c'est cette question et qui sera vraiment sur laquelle je reviendrai dans ma présentation, c'est la question de l'imaginaire de l'innovation. Donc c'est une question qu'on travaille avec différents collègues au niveau international, notamment Benoît Gaudin, qui est un chercheur canadien qui est aujourd'hui décédé, et qui disait en fait que l'idée de l'innovation, en fait, ce que j'appelle l'imaginaire, se structure autour de 3 éléments qui peuvent être questionnés. D'abord, vous savez que le travail des sciences sociales, c'est en quelque sorte de remettre en cause des évidences, donc d'essayer d'être réflexif sur ce que nous vivons. Donc, pourquoi l'innovation a-t-elle acquis une place aussi centrale dans notre société? Pourquoi on pense effectivement qu'il faut que la France devienne une start-up nation? Deuxièmement, pourquoi l'innovation est-elle spontanément comprise comme une innovation technologique? Ce qui n'a rien d'évident, je reviendrai. Et troisièmement, pourquoi l'idée d'innovation est-elle souvent limitée à l'innovation commercialisée? Donc l'innovation, comme je le disais tout à l'heure, c'est une invention qui a trouvé son marché, c'est la définition la plus courante. Voilà, donc je vous laisse avec cela, et puis je passe au second ingrédient de la conférence, c'est l'Anthropocène. Alors ça, je pense qu'on peut partager un certain nombre d'éléments qui ne sont pas d'une très grande originalité, mais je pense que c'est important de poser les choses. Donc, Anthropocène, comme vous le savez, c'est un concept qu'on doit à Paul Crutzen, le prix Nobel de chimie de 1995, donc qui avait déclaré que l'Anthropocène est une nouvelle époque caractérisée par la domination humaine des processus biologiques, chimiques et géologiques sur la Terre. Voilà, donc ce terme qui est très discuté, l'Association internationale des géologues n'est pas complètement d'accord, il y a encore une controverse, est-ce que l'Anthropocène existe ou non, mais en tout cas, on considère aujourd'hui que l'âge de l'homme a commencé au milieu du XXe siècle, et que ce soit effectivement que l'on puisse considérer que c'est une nouvelle ère au sens géologique ou non, ne change rien en fait à des éléments d'observation. Quand vous regardez effectivement, et ces schémas sont assez classiques, donc je n'insisterai pas, mais vous voyez qu'à partir effectivement du milieu du XXe siècle, en fait la plupart des indicateurs prennent une forme exponentielle, qu'il s'agisse des tendances du système Terre ou des tendances socio-économiques. Donc en gros, si ça se prolonge, on est dans l'impasse. Voilà. Donc c'est la situation dans laquelle on est, et donc comment on peut faire face à cette situation, sachant que il y a toute une série de travaux autour de ces questions, et j'en citerai un autre qui est aussi très connu, c'est l'analyse des limites planétaires que l'on doit à Rockström et à ses collègues du Centre d'études de la résilience à Stockholm. Donc l'idée, c'est de définir des seuils au-delà desquels l'utilisation d'une ressource est plus durable. Donc c'est ce qui fixe la limite planétaire, qu'on voit, c'est le cercle pointillé qui est au centre des schémas, et donc différentes limites ont été identifiées. Évidemment, il y a la question du climat, il y a des questions de flux biogéochimiques, de la question de l'acidification de l'océan, etc. Et donc, ce qu'on voit, c'est que depuis que ce concept existe, en 2009, en fait, régulièrement, on franchit de nouvelles barrières, donc on s'oriente vers un monde dont la durabilité est de plus en plus questionnable. Voilà. Donc, du coup, la question qui se pose et que je voudrais discuter là, c'est dans quelle mesure l'innovation peut aider à résoudre les grands défis. Est-ce que la façon dont l'innovation est conçue traditionnellement, et donc ce que j'appelle un modèle dominant de l'innovation, qui structure nos imaginaires, est-ce que
cette innovation peut nous aider à résoudre les problèmes, à répondre aux problèmes, ou est-ce qu'il faut innover autrement? Évidemment, la thèse de ce soir que je vous présenterai, c'est qu'il faut innover autrement, et il faut en quelque sorte redonner du sens à l'innovation, au sens où il faut redonner effectivement un élan à l'innovation, mais il faut également trouver les moyens de donner une direction à l'innovation, et cette direction elle doit être orientée explicitement vers la résolution des grands problèmes. Alors, pour établir mon argument, j'aurai deux étapes. La première étape, en fait, consistera à aider à penser autrement en remettant en fait en cause des certitudes, ce que j'appelle ici des mythes, qui sont associés à cet imaginaire dominant de l'innovation. Et puis ensuite, en fait, il faut essayer de voir quelles sont les alternatives qui se présentent et en quoi on peut bâtir sur ces alternatives pour innover autrement. Voilà, donc c'est assez classique comme structure. Et donc, si je devais résumer les caractéristiques du modèle dominant de l'innovation, et on peut les discuter, mais il me semble qu'elles sont au nombre de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, on pense l'innovation comme quelque chose qui est centré sur la technologie. En général, quand on parle d'innovation, on parle d'innovation technologique. Je l'ai dit, on pense l'innovation comme un lien au marché. On le pense comme le résultat d'une compétition. Et donc, ce qui compte, c'est d'être le premier. Et dans la plupart des technologies actuelles, la place des seconds, elle est un peu inconfortable. L'acteur clé, c'est l'entrepreneur. Donc, c'est celui, effectivement, qui apporte une disruption. On s'inscrit en général dans un modèle diffusionniste, c'est-à-dire qu'on considère qu'il y a les innovateurs d'un côté et les utilisateurs, les usagers de l'autre. L'innovation est considérée comme toujours bonne et la directionnalité, le sens de l'innovation n'est pas un problème. Voilà, donc retenez bien ça, on y reviendra. Et donc, pour renforcer l'argument, en fait, je vais parcourir très rapidement 5 mythes qu'on a identifiés, donc, qui sont associés à l'imaginaire dominant de l'innovation. Donc, le mythe est ici considéré comme une représentation collective, porteuse de valeurs, de croyances, d'aspiration, de finalité, mais aussi de pouvoir. Donc, premier mythe, c'est le mythe du ruissellement. L'innovation aurait des effets de ruissellement. Et en gros, peu importe la direction, parce que ce qui compte, c'est d'aller vite, c'est d'être les premiers. Et donc, ce qui compte, c'est le rythme de l'innovation. Le reste suivra. Et donc, c'est en quelque sorte lié à la théorie générale du ruissellement, donc, qui s'illustre dans différentes politiques économiques de différents pays. En gros, que les riches deviennent plus riches et les pauvres s'enrichiront également. On sait que la réalité ne correspond pas du tout à cette théorie. Il en va de même, en fait, pour l'innovation. Et donc, selon ce mythe, le sens de l'innovation est complètement secondaire et la politique de l'innovation ne doit pas viser à résoudre des problèmes spécifiques, seul compte le rythme de l'innovation. Or, donc on retrouve ça vraiment dans toute la littérature de l'innovation. C'est ce qui caractérise notamment le rapport Draghi que j'ai évoqué. L'innovation, c'est la source de la compétitivité, de la croissance, de l'emploi. C'est vraiment ça qui est au cœur de ce mythe. Or,
les limites planétaires montrent qu'une politique volontariste, plus dirigée vers des objectifs de résolution de problèmes, est absolument nécessaire aujourd'hui. Deuxième mythe, l'innovation est un processus linéaire. Donc l'innovation résulterait de l'investissement dans la recherche fondamentale qui permet de faire des grandes découvertes, puis ensuite on fait de la recherche appliquée pour spécifier un peu mieux les choses, et puis ensuite le développement et les applications commerciales. Donc il y a toute une série d'outils qui permettent de penser comme ça. Par exemple, en tant que président du centre INRAE, on utilise beaucoup, on parle beaucoup de TRL, donc Technological Readiness Level, qui est vraiment une échelle linéaire qui va des travaux les plus fondamentaux aux applications les plus courantes, en passant par certaines phases, notamment le TRL3, c'est la preuve de concept, c'est le moment où effectivement on passe du laboratoire vers des démonstrateurs qui vont permettre de monter à l'échelle, etc., etc. Donc, en fait, il faut bien derrière ces mythes, il y a des outils, c'est pas simplement des façons de penser, mais c'est des outils, c'est des conceptions, des évidences partagées par un ensemble d'acteurs. Donc, ce mythe de l'innovation comme processus linéaire définit des positions, des rôles des différents acteurs, des relations entre les acteurs. Le troisième mythe, c'est que l'innovation, elle est technologique. Donc, les politiques d'innovation sont centrées sur l'innovation technologique et ne prennent pas en compte, par exemple, l'innovation sociale. Il y a eu tout un débat, en fait, au niveau européen sur la question de l'innovation sociale. Il n'y a pas de politique de l'innovation sociale. Et ce n'est pas simplement la technologie en tant que telle, mais c'est un biais en faveur des nouvelles technologies. Alors, on peut se dire, oui, mais en fait, l'innovation, la technologie, oui, mais enfin, pas du tout. Enfin, je reviendrai sur l'innovation sociale, mais des grandes innovations au cours du 19e ou du 20e siècle, c'est des innovations d'ordre juridique, on le sait. L'invention des sociétés anonymes par action a été déterminante pour l'essor du capitalisme, évidemment. La comptabilité en partie double a été un élément extrêmement important dans le développement des affaires, etc., etc. Donc, quand on regarde l'histoire des innovations, en fait, les innovations technologiques se retrouvent tout le temps mêlées à des innovations organisationnelles, des innovations sociales, de différentes façons d'organiser les marchés, etc., etc. Donc la technologie isolée, l'innovation technologique isolée n'existe pas. Quatrième mythe, la technologie choisie est toujours la meilleure, et donc tout ce qui compte, c'est effectivement la compétition elle-même va faire le tri entre les bonnes et les mauvaises technologies. Alors c'est quelque chose qui a été très discuté dans la littérature par les historiens de la technique et par les économistes du changement technologique. J'ai mis là le clavier parce que c'est un exemple vraiment très important de lock-in, de verrouillage sur une technologie qui est moins efficace. Donc vous savez qu'en France c'est le clavier AZERTY, et aux États-Unis, enfin dans le monde anglo-saxon c'est le clavier QWERTY, en fait, qui avait été déterminé quand les machines à écrire marchaient avec des timbres qui véhiculaient des caractères vers la cible, la feuille de papier. En fait, c'était basé sur une question de fréquence, d'utilisation des lettres en relation avec cette technologie de la trame. Or, aujourd'hui, évidemment, les claviers n'ont plus du tout cette contrainte technique, et donc les organologues ont travaillé sur d'autres claviers, ont montré que dans l'absolu, d'autres claviers seraient plus efficaces.
mais en réalité, en fait, on ne peut pas sortir de ce verrouillage sur cette technologie qui est le clavier QWERTY ou le clavier AZERTY. Donc c'est un exemple, mais on a d'autres exemples, je reviendrai peut-être là-dessus. Pour l'agriculture, les produits de synthèse chimique ont été utilisés et ont exclu en fait des alternatives, notamment la lutte biologique. Et aujourd'hui, en fait, revenir vers la lutte biologique, c'est quelque chose c'est absolument nécessaire, la lutte biologique intégrée, mais en fait, on se retrouve confronté à des effets de verrouillage qui sont extrêmement puissants et qui font que cette technologie aujourd'hui, qui pourrait avoir un effet extrêmement important, se retrouve bloquée par une série d'effets de systèmes sur lesquels je pourrais donner plus d'éléments si vous le souhaitez. Le cinquième mythe, c'est peut-être le mythe le plus important, c'est que l'innovation est une force de destruction créatrice. C'est évidemment, on reconnaît là, pour ceux qui ont fait un peu d'économie, l'héritage de Joseph Schumpeter, qui a pensé vraiment l'innovation comme destruction créatrice. Et donc, il est nécessaire, en fait, que les nouvelles technologies s'imposent par rapport aux autres, et donc il faut détruire pour créer. Alors, chez Schumpeter, en fait, il y a toute une réflexion, y compris de nature historique, sur les effets de cycle. Donc, ce que j'indique sur cette diapo, la machine à vapeur et les chemins de fer sont remplacés par l'électricité, le moteur à combustion interne, le pétrole et la chimie seraient actuellement remplacés par l'électronique, l'informatique, la biotechnologie. Les nouveaux cycles sont vus comme porteurs de progrès économique et social. Et donc, dans ce cadre-là, ce qui est vraiment très important, c'est que l'innovation est considérée comme toujours bonne. Évidemment, il y a une destruction, y compris des actifs existants, une destruction d'entreprises, une destruction d'emplois, mais il y a une confiance illimitée dans le progrès économique et social qui est lié à cette force de destruction créatrice. Cette question, cette croyance dans l'innovation toujours bonne, elle est vraiment beaucoup discutée aujourd'hui. Alors l'exemple qui est utilisé pour critiquer cette position, c'est le développement assez systématique dans un grand nombre d'industries de l'obsolescence planifiée, où l'innovation en fait est une force qui va permettre de maintenir l'ouverture des marchés en détruisant des actifs de façon trop précoce par rapport à une durée de vie qui pourrait être liée à des usages, qui pourrait être liée à évidemment l'utilisation des ressources naturelles, etc. etc. Donc du coup, on a aujourd'hui, et c'est une question effectivement qui est essentielle, on peut douter que l'innovation soit bonne en soi. Et si on doute que l'innovation est bonne en soi, et si on remet en cause cet ensemble de mythes, eh bien, en fait, on est conduit à penser l'innovation autrement. Alors j'en viens à la seconde partie de cet exposé. Donc, que l'innovation... Alors, oui, les téléphones sonnent, en fait, oui, c'est ça. Mais l'innovation, le téléphone n'est quand même pas forcément mauvaise en soi, mais c'est vrai que ça peut avoir des effets pervers. Donc, il y a tout un foisonnement aujourd'hui, c'est vraiment intéressant, autour de l'innovation. Et donc, l'innovation, elle est
elle est ascendante, elle est interactive, elle peut être frugale, elle est responsable, etc. etc. Je vais m'appuyer sur ce foisonnement aujourd'hui pour essayer d'indiquer comment on peut redonner sens à l'innovation. Je vais m'appuyer, en fait, je cite ici 3 grands courants de littérature. Toute la littérature sur la démocratisation de l'innovation. Donc ça a été beaucoup développé notamment par un prof de management du MIT, Eric von Hippel, qui a beaucoup travaillé en fait sur les communautés de pratique qu'on trouve alors évidemment dans tout le domaine du logiciel. C'est vraiment avec toute la question du logiciel, des logiciels open source où il n'y a plus vraiment, évidemment c'est une vision un peu idéalisée, il n'y a plus vraiment de distinction entre les producteurs et les utilisateurs, mais vous avez effectivement des échanges et des circulations, des recombinaisons, voilà, tous les geeks effectivement utilisent GitHub et échangent effectivement en permanence des lignes de programmes, recomposent ces lignes de programmes, et donc c'est la communauté en fait, on n'a pas du tout la figure de l'entrepreneur schumpeterien, un entrepreneur héroïque, en fait c'est une communauté qui crée ce mouvement. Von Hippel a beaucoup travaillé sur les communautés de pratique dans le domaine du sport, le kitesurf, etc., où effectivement les adeptes, les amateurs, en fait, deviennent des pro-amateurs et donc contribuent à l'évolution, effectivement, des artefacts, des outils qu'ils utilisent. Il y a toute une littérature sur l'innovation responsable. Donc ça a été beaucoup discuté, notamment au niveau européen. C'est quelque chose qui a été vraiment promu par la Commission européenne à partir des années 2010. Donc Anne connaît ça par cœur. En fait, par innovation responsable, on a voulu en fait essayer de trouver des outils, des dispositifs qui permettent d'intégrer la question de la responsabilité dans la pratique des chercheurs et des innovateurs. Et la responsabilité est conçue ici comme on sait que le terme de responsabilité est très, très polysémique, et donc il y a une question effectivement finalement d'essayer d'intégrer dans la conception des outils des règles de sécurité par la conception. C'est quelque chose qui est vraiment très important, mais surtout dans la réflexion, ce qui est intéressant dans la réflexion sur l'innovation et la recherche responsable, c'est l'idée qu'il faut intégrer une responsabilité vers le futur, c'est-à-dire quels sont effectivement les éléments dont nous sommes responsables concernant les futurs qu'il faut contribuer à faire advenir. Et de ce point de vue, en fait, il y a un lien entre l'innovation responsable et le changement transformateur sur lequel je vais insister un peu à présent. Voilà, donc quelques images sur cela. Alors le changement transformateur, je vais prendre un peu plus de temps peut-être pour définir de quoi il s'agit. Alors c'est un concept, c'est une mauvaise traduction de transformative change qui est vraiment très utilisé maintenant au niveau international. Donc l'idée c'est que les changements transformateurs ils sont systémiques. Donc il n'y a pas une technique qui va provoquer des changements souhaitables. En fait c'est tout un ensemble d'innovations qui peuvent être techniques, mais aussi des changements dans les comportements, des changements dans les façons d'habiter, les façons de se nourrir, les façons de se déplacer. Et donc, penser que ce qu'on appelle le solutionnisme technique puisse suffire, en fait, que ce soit une solution, ça devient complètement illusoire par rapport, effectivement, à l'ampleur et la nature des changements, les
nécessaire de réaliser pour répondre en fait aux grands défis. Ces changements résultent donc d'interactions entre les expérimentations locales et des macro-changements. Donc ce qui va être très important, c'est de faire naître différentes initiatives, cultiver effectivement des expérimentations originales pour de vrai, donc de nouvelles façons de se déplacer dans une ville, et ensuite essayer de voir comment passer à l'échelle à partir d'innovations qui auront prouvé par la pratique en fait qu'elles permettent d'améliorer la situation. Dans le cadre de la réflexion sur ces changements, les valeurs démocratiques sont importantes, mais dans la mesure où elles contribuent à déverrouiller avec succès les trajectoires qui ne sont pas durables. Donc, il n'y a pas contrairement peut-être à von Hippel et à la démocratisation de l'innovation, il n'y a pas une défense de la valeur démocratique en elle-même, mais c'est plutôt un moyen pour parvenir à des changements qui sont souhaitables. C'est un peu la même chose pour les communautés qui jouent un rôle vraiment très important dans certaines littératures. Là, les communautés ne sont pas importantes en soi, mais elles sont importantes quand elles contribuent aux transitions nécessaires par le biais d'une expérimentation locale qui peut être généralisée. Alors pour être peut-être un peu plus concret, parce que j'ai l'impression, enfin vous êtes très patient et vous avez une très grande attention, mais pour l'instant en fait je suis vraiment un peu dans les limbes, donc je vais atterrir un peu, comme le disait Bruno Latour, avec un exemple, l'exemple des systèmes agricoles et alimentaires. Donc il y a beaucoup de travaux au niveau international sur cette question comment nourrir la planète demain. Hein, donc avec beaucoup de bagarres là-dessus, disons ceux qui comme Bill Gates ou Bayer Monsanto pensent que sans les OGM on n'y arrivera pas, et puis une grande partie de la communauté scientifique qui pense que c'est vraiment un changement du système agricole et alimentaire qui est absolument nécessaire. Et je vais m'appuyer sur ces travaux. Donc il y a notamment à INRAE avec le CIRAD, on a fait beaucoup de travaux de prospective pour essayer de voir quelles sont les formes de viabilité de différents scénarios. Et le scénario central, c'est un scénario agroécologie qui a beaucoup de points en commun avec un élément qui a été largement discuté autour de cette prospective qui a été faite autour du Lancet et d'un groupe qui s'appelle HIT, qui est une abréviation, et donc qui a repris l'idée des limites planétaires, mais ici en fait c'est des limites qui sont liées à un régime alimentaire pour la santé de la planète. Et donc en reprenant cette idée de limite planétaire de Roxford, en fait ils ont qualifié certains produits alimentaires et donc identifié en fait des produits pour lesquels l'usage actuel ne permet pas effectivement la durabilité du système. Donc c'est à l'évidence c'est la viande rouge, mais également des produits riches en amidon comme la pomme de terre, et puis des produits qui sont très très loin des limites planétaires, donc qu'on peut utiliser, dont on peut étendre l'utilisation sans aucun problème. Et on trouve notamment, alors en viande, on trouve les poulets qui doivent être ici. J'aurais dû prendre le pointeur en fait, j'aurais dû accepter. Mais on trouve également les légumineuses à graines, voilà, les céréales. Donc du coup, l'idée c'est que Merci. Voilà. Les légumineuses à graines. L'idée, c'est que un des éléments pour arriver à avoir un système agricole et alimentaire durable, c'est à l'évidence, c'est une substitution partielle des protéines végétales aux protéines animales. Bon,
Ce qui veut dire quoi ça? Ce qui veut dire en fait changer d'habitude alimentaire, ça n'a rien d'évident, et ce qui veut dire aussi changer de façon de produire, changer de façon de transformer les produits, etc. etc. Donc c'est une transformation en fait de l'ensemble d'un système qui nécessite que tous les acteurs fassent un mouvement. Ce qui veut dire que par rapport, si on parle des légumes secs, ben, en fait il faut se remettre à cultiver des lentilles, cultiver plus de pois chiches, etc., etc. Ça pose des problèmes agronomiques, des problèmes évidemment en termes de génétique et d'amélioration des plantes. Ça pose aussi des problèmes, vous voyez, la transition, ça illustre ces questions de verrouillage dans les transitions. En fait, on peut avoir des agriculteurs qui se mettent à faire ces produits, mais il n'y a pas de marché parce qu'il n'y a pas d'utilisation. Donc, du coup, il faut créer en même temps les possibilités de production, mais les possibilités d'utilisation. Donc, c'est ça vraiment qui est au cœur des changements transformationnels, des changements systémiques. Donc, ça, c'est un élément sur lequel je voulais insister. Et donc, l'autre élément, qui est lié, c'est le fait que, sûrement, ce qui va être central, c'est la transition agroécologique, donc qui vise une transformation des systèmes agricoles et alimentaires pour répondre à ce défi de régime pour la santé planétaire. Et elle s'appuie, en fait, l'agroécologie s'appuie sur les interactions liées à la diversité du vivant. Diversité génétique, diversité des espèces, diversité des paysages agricoles. Et donc l'idée de l'agroécologie, c'est que la diversité du vivant se substitue à la chimie de synthèse. Alors moi je travaille beaucoup avec les collègues qui sont en génétique et en biologie moléculaire et qui travaillent aujourd'hui sur des nouvelles techniques, ce qu'on appelle les techniques d'édition du génome. Donc il y a toute une série de techniques qui permettent aujourd'hui de faire des mutations dirigées, des mutations ciblées dans le génome. Donc, ce qui va permettre de faire des transformations de caractères complexes ou de faire des transformations de plusieurs caractères pour une même variété. Ce qu'on fait difficilement avec les OGM traditionnels, avec la transgénèse. Donc, c'est quelque chose qui est potentiellement puissant, mais cette puissance, en fait, elle va devoir s'insérer dans ce type de transformation. Et aujourd'hui, ce qui va être central, c'est la façon dont ces chercheurs qui travaillent en biologie moléculaire vont interagir avec d'autres acteurs, notamment les agronomes systèmes, pour trouver des cibles qui sont les cibles sur lesquelles il faut aujourd'hui jouer, ce qui n'est pas du tout la façon traditionnelle de travail d'opérer quand on est sur évidemment l'innovation dans le modèle dominant. Alors par rapport à ça, en fait, deux ou trois éléments pour aller un peu plus loin. Le premier, c'est que en fait, il faut développer de nouveaux espaces pour produire de la connaissance et de l'innovation. Donc on a beaucoup de travaux sur ce qu'on appelle les laboratoires vivants, les living labs. Donc c'est des espaces où on va permettre d'avoir une interaction entre des producteurs de connaissances, des producteurs de solutions, et pas simplement techniques, mais ça peut être très interdisciplinaire, et des usagers, qui peuvent être des professionnels. Dans ce cas-là, si on est dans l'agriculture, ce sont principalement des agriculteurs, mais il peut y avoir d'autres acteurs autour de l'agriculture. Et donc, je prendrai un exemple qui est un exemple qu'on a ici en Occitanie. C'est le territoire d'innovation Occitanum, donc qui est financé par le programme national France 2030, qui est un laboratoire vivant qui vise à développer des solutions numériques pour la transition agroécologique. Pour le dire vite, au lieu d'avoir
un John Deere, un Google qui fait des solutions, ou un Alfa Laval qui fait des solutions et qui les vend, avec des rapports de force, des dépendances, mais également avec des technologies qui ont des effets de sélection assez importants chez les agriculteurs. Là, on part des besoins des agriculteurs pour voir comment on peut résoudre leurs problèmes avec ces techniques, donc réduire l'impact environnemental, augmenter les revenus, et puis retrouver une place de choix dans la société. Et donc contribuer à des objectifs de souveraineté, de territorialisation de l'agriculture, et donc reconstruire des filières locales. Et à partir de ça, en fait, on voit qu'il y a évidemment une convergence entre ces différents éléments. C'est essayer de voir comment on peut trouver des solutions numériques qui vont permettre effectivement d'atteindre ces objectifs. Donc on part vraiment de situations, de problèmes qui sont rencontrés par des acteurs, et on essaie de voir comment on peut faire émerger des usages de la technique qui correspondent à ces besoins. Alors c'est pas évident, c'est quelque chose qui est vraiment nouveau, mais c'est quelque chose qui a un très grand intérêt aujourd'hui pour produire ces techniques dans le cadre d'une innovation ouverte et pour accélérer la transition. Donc c'est quelque chose qui est vraiment... c'est pas du tout la façon dont on a l'habitude de travailler dans un organisme comme INRAE, mais c'est quelque chose qui est vraiment très important. Donc on est impliqué dans différents dispositifs, différentes initiatives de ce type. Une des dernières, c'est un démonstrateur territorial, toujours de France 2030, qui s'appelle Léguminon, qui dans ce cas-là, en fait, est coordonné par Toulouse Métropole. Et l'objectif, c'est sur les filières légumes secs, d'organiser la filière de façon à augmenter dans les écoles la part des protéines végétales. Donc ça veut dire changer les habitudes des cuisiniers, changer les habitudes des enfants. Voilà. On a une expérience de ce type à Dijon qui est absolument passionnante. Et donc dans ce cas-là, les chercheurs ils se retrouvent en fait à faire des expérimentations grandeur nature, où votre labo d'expérimentation, c'est les écoles, c'est les cantines, c'est le travail avec les chefs, etc., etc. Donc du coup, on est confronté en termes de production de connaissances à de nouveaux enjeux. Toujours dans le domaine agricole, si on s'intéresse à l'innovation sociale, une initiative qui est tout à fait intéressante, qui est expérimentée en France, c'est l'initiative de la sécurité sociale de l'alimentation. Donc, dans la plupart des grandes villes françaises aujourd'hui, on a ce système, en gros, qui est un système comme la sécurité sociale en matière de santé, d'assurance, qui permet d'avoir tous les mois, en fait, des ressources pour acheter des produits de qualité. Alors, on a cette expérience qui commence à Toulouse, qui a été lancée le 21 septembre, avec des financements, alors qui sont dans ce cas-là un financement de la Fondation de France. On espère avoir des financements de la région, mais c'est surtout en fait un effet redistributif, donc une cotisation en fonction des moyens et un versement d'un budget qui est de 150 € par personne, avec tout un dispositif de référencement des produits. L'idée étant que, évidemment, même si vous êtes dans une situation difficile, précaire, etc., vous devez avoir accès à une nourriture de qualité. Voilà, donc il y a différentes initiatives, différentes façons de faire qui posent de nouveaux enjeux pour la recherche, qui sont vraiment, on est vraiment dans l'innovation, mais vous voyez, on n'est pas dans l'innovation
modèle dominant. Ces choses-là ne sont pas complètement marginales. Donc, il y a eu au niveau européen donc c'était le commissaire à la recherche, le commissaire Moedas, qui avait commandé un rapport à Mariana Mazzucato, qui est professeur d'économie à l'University College of London, et qui est très connu pour ses travaux sur le retour de l'État stratège. Et donc, Mazzucato a bien indiqué la question clé, c'est quoi? La question clé aujourd'hui, c'était dans le rapport qu'elle a fait pour la Commission européenne, c'est comment orienter l'innovation pour résoudre les grands problèmes urgents de notre époque. Et donc, il y a cette idée des missions. Donc, les missions doivent être audacieuses, stimuler l'innovation entre les secteurs et les acteurs et les disciplines. Elles doivent également permettre des solutions et des expérimentations ascendantes. Alors, tout ça peut paraître un peu nébuleux, mais elle a proposé effectivement, l'idée c'est que les grands défis sont trop grands. Vous dites, voilà, il faut que la recherche et l'innovation résolvent le changement climatique, ça ne veut rien dire, c'est juste, voilà, un vœu pieux. Alors que si vous dites, et là c'est l'exemple des océans, si vous dites, en fait, il faut avoir des océans propres, la mission, ça peut être d'avoir des océans sans plastique, et en fait, vous pouvez, si vous avez en fait un pilotage par la mission, vous pouvez déterminer, et la détermination, ça ne va pas être simplement du top-down, ça va être du top-down et puis de l'ascendant, déterminer quelles sont les différentes contributions que vous pouvez avoir pour atteindre effectivement cet objectif sans plastique. Donc on pourrait dire, si un objectif c'est d'avoir des villes respirables, mais en fait l'une des missions, ça peut être le développement de la voiture électrique, et donc et vous retrouvez pratiquement un des grands objectifs qui a été réalisé en Chine et qui fait qu'aujourd'hui la Chine est leader mondial sur le véhicule électrique. Alors est-ce que ça marche dans ce sens? Bon. Donc dans tout ça, en fait, ce qui va être important, c'est de penser la direction, et c'est de penser à différentes échelles quelles sont les transformations qui sont souhaitables. Donc en fait, on retombe sur quelque chose qui est assez classique, mais quand on travaille avec les chercheurs, ils le font très peu en fait. Donc c'est une planification backcasting, c'est-à-dire qu'on va travailler sur quels sont les futurs sur auxquels on souhaite contribuer. Et ensuite, on repart de la situation du départ et on essaie de voir quels sont les moyens qu'il faut mettre en œuvre pour arriver à devenir ces futurs. Bon, ça c'est quelque chose sur lequel on travaille avec mon équipe quand je fais un peu de recherche. Donc on travaille sur des méthodes. La méthode s'appelle ASIRPA en temps réel, qui vont permettre effectivement de piloter la recherche pour contribuer à des futurs désirables. Et ces méthodes, donc, elles intègrent donc une visée transformative, et je peux vous dire que quand on travaille en multi-acteurs sur quelles sont les transformations souhaitables, par exemple les acteurs qu'on a dans Occitanum, il y a une quarantaine d'acteurs, donc il y a des représentants de l'agriculture, des coopératives agricoles, des chercheurs de différentes disciplines, des collectivités territoriales, etc. Mais en fait, les acteurs n'ont pas l'habitude, effectivement, de penser comme ça le futur. En gros, quand on fait des projets, on fait des promesses, ça c'est assez classique, on va dire, voilà, avec Occitanum, on va augmenter le revenu des agriculteurs de 30%, on va réduire les pesticides de 50%. Enfin voilà, mais essayez de réfléchir quelles sont les transformations auxquelles on va contribuer et comment on va contribuer à ces transformations.
En fait, malheureusement, on ne le fait pas. Donc, ce qu'on apprend à faire, c'est vraiment faire cela. Et donc, ça nécessite vraiment de changer beaucoup de choses, donc de travailler sur ces visées transformatrices, d'avoir des méthodes de management adaptatives, parce que au cours du temps, les choses peuvent changer. Vous pouvez avoir une ligne de recherche qui n'a pas fonctionné, etc., etc. Et donc, d'autres pour lesquelles vous avez plus de besoins. Donc, il faut avoir une certaine agilité, flexibilité. Et puis, en fait, il faut travailler sur la participation et la responsabilisation de l'ensemble des acteurs du projet. Voilà, donc du coup, en fait, on n'est pas tenu en fait au système de la Startup Nation. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur les promesses et ça fait un moment que je suis Elon Musk. Et je trouve que c'est quelqu'un qui est assez fascinant. Bon, maintenant, il devient peut-être un peu plus inquiétant. Mais vous voyez, donc, parmi les promesses de Musk, il y avait son obsession, en mode transhumaniste, il veut sauver l'humanité en la déplaçant, enfin une partie d'entre elles, sur Mars. Voilà, donc il y avait son idée, effectivement, qu'il fallait rendre Mars habitable, effectivement, avec... moi, je ne suis pas physicien, je ne sais pas ce que vaut cette anticipation. Certains la défendent. Bon, mais évidemment, il a promis Tesla et il l'a fait. Il avait aussi promis le Hyperloop. On avait un Hyperloop à Toulouse. Apparemment, on a arrêté. Et puis, j'ai l'impression que plus personne ne sait pourquoi on soutenait l'Hyperloop. Et voilà, donc, voilà. Bon, mais Musk est vraiment la caricature de cette vision de l'innovation dans un modèle dominant. C'est-à-dire, vraiment, c'est la disruption pour la disruption. Donc, il faut vraiment faire bouger les lignes, il faut... voilà. Et donc, et en fait, on peut avoir des happy few qui pensent pour l'ensemble de l'humanité, y compris pour la sauver et la transporter ailleurs. Donc si je reviens en fait au point de départ, vous voyez qu'on a une caractéristique les 8 caractéristiques du modèle dominant de l'innovation, et on peut vraiment penser l'innovation avec comme une alternative. Donc l'innovation, elle n'est pas simplement technologique, elle est multidimensionnelle, et c'est vraiment important. Elle n'est pas simplement liée au marché, il y a du marché et du hors-marché. Donc l'innovation dans les bureaucraties publiques, c'est quelque chose qui est important, ça existe, je peux vous le dire, mais l'innovation dans les formes ESS, etc., c'est quelque chose qui est important, et les formes ESS sont aussi des lieux d'innovation. L'innovation peut faire référence à l'intérêt commun, et la construction de l'intérêt commun est quelque chose d'important, avec le rôle des collectifs, donc des communautés. Dans certains cas, c'est vraiment très important. Et donc, là, j'ai fait une erreur. En fait, c'est pas basé sur l'exclusivité, c'est basé sur la construction vraiment de biens communs au sens de Nostrum. Donc, l'innovation, elle peut être vraiment coproduite, au sens où c'est pas les producteurs d'un côté, les utilisateurs de l'autre, et si les utilisateurs ne veulent pas, il faut leur faire accepter la nouveauté. Donc on peut concevoir des systèmes, des processus d'innovation qui sont vraiment co-construits. L'innovation, elle n'est pas toujours bonne, elle est toujours ambivalente, il y a toujours des gagnants, des perdants. Donc c'est un élément qui entre dans un système de rapport humain, de rapport de force. Et pour conclure, il faut vraiment donner du sens à l'innovation, au sens, effectivement, il faut s'attacher à l'innovation, c'est important, mais une innovation qui a une direction et qui va vers la résolution des grands défis. Voilà, donc merci beaucoup pour votre attention. J'attends avec
avec gourmandise vos questions. Merci beaucoup pour cette conférence d'une clarté impressionnante et merci beaucoup aussi pour nous avoir montré les nouveaux mécanismes, peut-être aussi les nouveaux ressorts de ce que pourrait être une innovation responsable du futur et la fabrique finalement de ce qu'est l'innovation. Une petite question qui sort un peu du cadre que vous avez présenté aujourd'hui, qui est quelle est la place des citoyens finalement dans tout ça? Comment est-ce qu'on peut imaginer qu'ils soient dans des mécanismes de coproduction tels que vous les avez évoqués à la fin? Et finalement, quelle place aussi la réception sociétale de ces innovations? En quoi ça participe à quelque chose qui réussit et quelque chose qui ne réussit pas? Vous l'avez clairement dit, toutes les innovations ne sont peut-être pas bonnes à prendre, elles ne sont pas toutes synonymes de progrès. Et donc voilà, je voulais avoir peut-être votre point de vue sur cette dimension plus sociétale. Merci. Oui, merci. C'est une question, évidemment, une question importante et pas facile. Je trouve que, comment dire, il n'y a pas de solution générale. C'est-à-dire que dans certains cas, évidemment, si on prend par exemple beaucoup de cas dans le domaine de la médecine et de la santé, les patients, donc les citoyens, vont jouer un rôle très très important. Et ça va être essentiel, effectivement, qu'ils aient une place dans les transformations dont ils sont les sujets. Voilà. Dans d'autres cas, c'est beaucoup moins évident. Hein. Donc, quand on travaille sur je reprends l'exemple d'Occitanie, même pour être un peu concret. Bon, on arrive à travailler avec les agriculteurs, ça se fait bien. On arrive à travailler avec les agriculteurs quand ils ont déjà des formes d'organisation collective. Sinon, c'est très compliqué d'aller trouver un agriculteur et de travailler avec lui sur voilà, c'est quoi comment on va faire pour je sais pas, utiliser des capteurs pour lutter contre les mauvaises herbes dans un verger, bon, des choses comme ça. Donc il faut des formes organisées et on voudrait effectivement étendre le cercle, mais ce n'est pas du tout évident. Dans certains cas, on a des innovations autour de l'utilisation de l'eau en élevage, et donc là, on arrive à intégrer dans le cercle plutôt des représentants politiques, donc des petites collectivités qui jouent un rôle important et qui peuvent représenter des citoyens. Voilà, donc il n'y a pas de solution générale. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur la question de la démocratie technique, sur les conférences de citoyens, etc. Donc ça, je trouve qu'il y a vraiment pas mal de choses. J'ai travaillé en parallèle sur la question des recherches participatives, mais dans les recherches participatives, en fait, en général, on a des amateurs passionnés. Par exemple, sur toute l'observation de la biodiversité, sur différents sujets de recherche participative, c'est vraiment par la passion, par qu'on a une implication. Et cette question de la motivation, elle est vraiment très importante. Donc, du coup, oui, il est souhaitable d'avoir une participation assez élargie, mais en fait, je pense qu'il ne faut pas avoir, comment dire, on pourrait dire en fait les Living Labs où il n'y a pas de citoyens, c'est pas des vrais Living Labs. Moi, ça aurait été mon point de vue au départ, mais pour avoir étudié le fonctionnement, aujourd'hui, j'aurais une vision un peu plus tempérée. Non, ce qui est important, c'est que les acteurs qui sont concernés, de près ou de loin, puissent effectivement contribuer. Donc vous prenez sur votre soirée pour venir écouter, mais en fait il y a beaucoup de nos concitoyens qui préfèrent regarder la série sur Netflix. Hein. C'est pas du tout évident effectivement de se mobiliser pour aller chercher quelque chose, etc. Donc cette question de la motivation, de la mobilisation, elle est vraiment très 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 importante. Il ne faut pas
à négliger. Donc oui, il faut ouvrir, mais il faut le faire de façon adaptée. Je suis totalement commentaire sur la clarté et la vision que vous mettez à l'innovation à travers ces conférences. Il y a une planche où vous parlez de la nécessaire articulation entre le haut niveau descendant et les initiatives remontantes. Je suis totalement d'accord aussi. Sauf que vous auriez pu insister aussi sur la difficulté d'avoir comme. Là, il y a un outil bloquant actuellement, c'est le prix du carbone. Il faut absolument qu'on arrive à tordre le cou à ce problème-là. Je ne sais pas comment, mais on voit bien que dès qu'on fait une initiative qui a du sens de manière descendante, elle se heurte à un mur social qui est compréhensible, qui n'est pas évident à franchir, tant qu'on n'a pas expliqué et fait admettre à tout le monde que le prix du carbone, c'était quelque chose et qu'il fallait jauger un certain nombre de politiques à travers ça. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des idées. Oui, alors. Oui, cette affaire du prix du carbone. Mais, oui, mais il y a le prix du carbone, mais la négociation du Mercosur, aujourd'hui ou demain, c'est difficile d'expliquer à des agriculteurs. Vous avez des normes sociales, environnementales qui se justifient pleinement, et puis on laisse rentrer des produits qui ne respectent pas du tout ces normes. Enfin, moi je comprends la colère des agriculteurs. Donc il y a un moment où, par rapport à... Alors là, ce n'est pas le prix du carbone, mais c'est une règle qu'on se donne qui est une règle finalement de libre-échange des produits. En fait, on voit qu'elle est incompatible. Enfin, beaucoup de choses que vous dites sont incompatibles avec cela. C'est clair que je n'ai pas du tout parlé du cadre macro, mais il se trouve... Dans les activités que j'ai à l'Académie des technologies, on regarde le véhicule électrique chinois, mais en fait, la Chine, quand il faut, utilise le protectionnisme. Enfin, c'est une banalité, mais donc du coup, dans les politiques d'innovation qu'il faut mettre en œuvre, si on veut avoir, il y a des questions de la souveraineté, des questions, etc., qui font qu'il faudra accepter d'aller... Bon, voilà, donc... le protectionnisme raisonné va être nécessaire. Et donc le retour, effectivement, je dis le retour parce que dans les années 50-60, en fait, la politique d'innovation était une politique industrielle, en fait. Il y avait vraiment un lien entre les deux. C'est à partir des années 80 qu'on a pensé l'innovation comme la nouveauté pour la nouveauté. Donc on renoue, en fait, avec une tradition... qui est très gaulienne, en fait, qu'on connaît bien avec les grands corps d'ingénieurs. À ceci près, effectivement, que les grands corps d'ingénieurs, ils étaient bons. Mais juste, alors, sur le carbone, en fait, moi, c'est clair, vous avez raison, il faut arriver à faire bouger cela, mais il y a derrière ce qui s'est passé avec les Gilets jaunes, c'est à ça que vous faites... référence, entre autres, mais il y a une question de justice environnementale. C'est-à-dire si effectivement ceux qui subissent une situation parce qu'ils n'ont pas choisi, ils n'ont pas choisi d'habiter loin du centre urbain, d'avoir une voiture qui des kilomètres dans les pattes et donc etc. Et cela, vous allez les pénaliser au titre de, comme les zones à faible émission, etc. Ce sont de bonnes idées, mais en fait qui ont été très mal pensées du point de vue de la justice environnementale. Donc penser effectivement la question de la justice environnementale en même temps que ces changements, c'est quelque chose qui est essentiel. Et donc dans la conception effectivement de nos politiques, c'est quelque chose qui va être très important, parce que sinon on n'arrivera pas effectivement, et je me souviens de discussions avec Christian Gaulier, qui est donc un des champions du prix du carbone, mais simplement, effectivement, socialement, c'est juste pas acceptable si c'est pas fait dans certaines conditions. Donc du coup, il y a derrière cela, en fait, une question de justice environnementale et de redistribution.
merci pour la présentation, c'était excellente. Alors, une question de moyen, parce qu'on sait qu'en Europe, on est en dessous de 2% du PIB à peu près en recherche et innovation, alors que les États-Unis et puis la Chine sont bien au-delà. Et donc, c'est ce que dit Draghi en particulier. Et donc, ma question, c'est est-ce que dans le rapport Draghi, le fameux hit du Lancet, là, est un des chapitres de Draghi? Est-ce qu'il en a conscience? Est-ce qu'il promeut cette solution? Merci pour la question. Non, Draghi, il est très néo-schumpeterien. Il croit vraiment à la destruction créatrice. Enfin voilà, il serait en profond désaccord, je pense, avec tout ce que j'ai dit. Voilà, et je pense qu'il y a débat là-dessus. C'est vrai que la grosse critique de Draghi, mais bon, Draghi s'inspire beaucoup d'un rapport qui a été fait par la Bocconi, TSE et une ou deux autres institutions, et donc Jean Tirole, notre Nobel toulousain, a contribué à ce rapport, et donc l'idée c'est qu'en Europe, on est bloqué sur des technologies de milieu de gamme, et qu'aujourd'hui, en fait, il faut vraiment monter en gamme, et en fait, la montée en gamme aujourd'hui, c'est la tech, et la tech, c'est le numérique, et en fait, c'est vrai que le modèle californien a une très très grande capacité à produire ce qu'on appelle les licornes, quoi. Donc des startups qui très vite vont lever plus de 1 milliard de dollars dans ce cas-là, puisque c'est plutôt aux États-Unis. Donc Draghi, il est complètement dans ce modèle. Et il est vraiment sur la question, il faut maintenir la croissance, l'emploi, réduire le gap de productivité, enfin voilà. Donc du coup, il croit beaucoup au fait que la solution, elle viendra de là. Et la plupart des économistes ont cette vision. Donc du coup, il y a vraiment une critique que je fais qui est très forte. Voilà, donc je n'ai pas discuté avec Draghi, mais vous voyez, donc du coup, oui, ils ignorent complètement cela. Sachant que, évidemment, quand on regarde le financement public de la recherche, en fait, en Europe, on est à peu près comme les États-Unis. La grosse différence, c'est le financement privé. Mais moi, j'ai un peu regardé ça dans les domaines que je connais, les domaines de la recherche agricole, où il y a eu vraiment donc une substitution des financements privés au financement public. Mais il faut voir ce qu'on compte dans la recherche, sur le financement privé, je veux dire. Donc il y a vraiment une question en fait d'indicateurs qui me semble critiquable. Et puis deuxièmement, on est dans un système là qui fonctionne sur l'exclusivité. Donc moi je peux vous dire sur les questions que je suis, effectivement, on a la constitution d'oligopoles ou de monopoles qui ont un pouvoir d'influence extrêmement important. Et le bras de fer entre le commissaire Breton et puis Zuckerberg, etc., ça a trait à cela. C'est-à-dire, c'est le fait qu'on a à un moment des entreprises qui ont le pouvoir de dire, voilà. Donc il y a une question, je trouve, une question d'économie politique et une question de démocratie. Alors, ce qui ne veut pas dire, moi, j'ai rien contre l'entreprise privée du tout. C'est pas du tout mais on voit aujourd'hui dans ces domaines, notamment la tech, le numérique, effectivement, le premier prend tout le marché. Parce qu'on a des externalités de réseau, enfin, vous voyez, Uber, etc. Alors que voilà, il y a beaucoup de possibilités avec les plateformes, mais compte tenu que l'intérêt que vous avez à aller dans une plateforme est lié au nombre d'utilisateurs de la plateforme, très rapidement vous avez des effets d'éviction. Donc vous avez des monopoles naturels, et donc enfin voilà, donc je ne vais pas faire un dessin, mais les élections américaines sont une démonstration effectivement de la façon dont on peut avoir avec ces technologies un monde qui
marche sur la tête, vraiment. Et avec, enfin, moi je suis un optimiste vraiment irrésolu, mais ce qui se passe là est quand même fascinant. Hein. Je crois que ça renforce vraiment ce que dit ma voisine de droite, ma tante épouse, que ça nécessite vraiment de développer ça, d'abord l'éducation, mais au sens large. Il faut briefer les médias sur le fait que l'innovation, c'est pas uniquement la partie gauche de la dernière planche, et là, c'est aussi peut-être surtout aller regarder donc, tout ce qui se fait, tout ce qu'on peut faire pour arriver au modèle de droite, en complément. Peut-être pas complètement en substitution, mais au moins que ce ne soit pas marginalisé et considéré comme une petite. Il faut aller voir les médias, et voir ce que c'est l'ensemble des possibilités. Oui, un commentaire si vous permettez. Je serais tenté d'ajouter un sixième mythe à ceux que vous avez listés, c'est la dictature du chiffre. Si on se situe dans les années 60, Forrester crée un modèle de dynamique mondiale et il démontre avec un ordinateur qui ne doit pas faire grand-chose à l'époque que si on continue comme ça, la Terre deviendra une grande poubelle et que les ressources vont s'épuiser. Il arrive à convaincre son monde avec une simple courbe, sans aucun chiffre. Club de Rome, mouvement écologique, on sait la suite. Et derrière, on a vu apparaître, sans doute sous l'influence des anglo-saxons qui, eux, ne savent pas se mouvoir dans le complexe, dans le flou, on a vu apparaître, et je dirais, la dictature du chiffre, de l'équation, tout mettre en équation, tout mettre dans des tables. On en voit l'aberration aujourd'hui avec la notation des aliments et l'impact sur Roquefort. On voit quand on fait du crédit impôt recherche, les fourches codines sous lesquelles il faut passer, ce sont des tableaux à remplir et jamais de discussion d'experts. Et la question c'est, qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui? Et là, je serais tenté de vous dire merci de faire de l'évangélisation, parce qu'en fait, pour l'instant, il ne reste que ça. Vous n'avez pas mis beaucoup de chiffres dans le tableau, et je pense que là, il faut commencer par ça, avec l'espoir que demain, ça marchera. Alors, deux remarques sur vos planches. Innovation responsable, attention de ne pas passer là encore sur les fourches codines du RSE et ces tableaux Excel. On risque de vous imposer ce genre de choses. Et puis c'est dommage, la planche sur le Concorde, grâce à Concorde, on a multiplié par beaucoup le nombre de personnes qui ont pu réaliser le rêve de voler. Et ça, je pense qu'il ne faut pas le négliger. Oui, merci pour ces commentaires. Alors, je trouve que Concorde est intéressant parce que c'est effectivement un rêve, ça a été un rêve, et qui est complètement abandonné aujourd'hui. Enfin, voilà, je trouve cette image est intéressante. Alors là, oui, gouverner par les chiffres, hein, ça c'est quelque chose qui est vraiment important, alors qui dépasse vraiment donc le cadre de mon exposé, mais il est clair. On prête à Einstein cette expression tout ce qui compte ne se compte pas et tout ce qui se compte ne compte pas. Mais évidemment, on sait que en réalité, ce qu'on ne sait pas compter ne compte pas pour beaucoup de choses. Hein. Donc du coup, moi, ma réaction comme chercheur, c'est d'essayer l'attitude un peu du judo politique, c'est-à-dire d'essayer de montrer comment, avec des approches quali-quanti, on peut quand même donner une valeur à des choses qu'on a du mal à mesurer. Et avec une idée qu'il faut ne pas avoir une seule mesure étalon, c'est-à-dire une mesure économique, mais avoir différentes mesures. Donc, moi, j'ai beaucoup travaillé sur la question de l'impact de la recherche, et dans l'impact de la recherche, on défend l'idée qu'il y a un impact économique, il y a un impact environnemental, un impact politique, un impact social, un impact sur la santé. Donc il y a 5 grands types d'impact, et il faut pouvoir apprécier ces différents types d'impact, pas forcément avec des chiffres. Quand on a des chiffres, pourquoi pas. Enfin voilà, donc du coup,
je pense qu'on peut essayer de jouer avec cela. Quand le président Sarkozy réunit un comité pour dire mais bon, la mesure du PIB ne va pas, pensons à une autre mesure du PIB. Voilà, la mesure du bien-être, du bonheur, etc. Enfin voilà, avec, je pense que c'était la présidence de Amartya Sen et de Joe Stiglitz, je pense qu'il faut aussi faire cela. Parce que il faut avoir des armes pour se battre aussi. Voilà, donc, et quand on essaie de mesurer les choses, de le faire bien, en fait, ça peut produire des éléments. Voilà, donc du coup, je serais un peu plus mesuré et je trouve, on a quand même avec la modélisation des possibilités de penser. Donc, je trouve qu'il y a une utilisation. Enfin, c'est la société d'audit et cette façon de ne prendre en compte que ce qui se compte. Ça, c'est vraiment un problème, mais je pense qu'il faut quand même essayer d'utiliser ces outils. Voilà, parce que je pense qu'il y a une certaine puissance. Voilà, donc à la fois sur le Concorde et puis sur les chiffres, je ne serais peut-être pas complètement d'accord avec vous. Alors, il y avait un troisième point, je l'ai mangé. Merci. Merci beaucoup. Ici. Moi, je voulais te remercier d'avoir retourné leur puissance aux adjectifs. C'est une périphrase grammairienne. Mais quand on parle d'innovation tout court, on a un modèle que tu as écrit. Quand on parle d'innovation, avec un adjectif à côté, qu'elle soit responsable, on commence à avoir une palette. Donc, la caractérisation d'un objet, en l'occurrence l'innovation, par tout ce qu'on peut mettre à l'adjectif autour, qui est finalement extrêmement importante. Et je voulais te demander où est-ce que tu situais dans ce paysage l'innovation ouverte, qui est encore un autre adjectif qu'on voit. Merci. Oui, alors merci. L'innovation ouverte, en fait, moi j'ai une petite gêne avec ça parce que, en fait, alors derrière tous ces termes, ces adjectifs, ces qualificatifs, il y a toujours des petites bagarres. Hein, voilà, donc, moi j'ai contribué à quelques bagarres à la commission, comme tu sais, et sur l'innovation ouverte, en fait, il y avait une tendance qui consistait plutôt à relier l'innovation ouverte à la science ouverte, et donc à l'ouverture des données, voilà, avec l'idée, en fait, les données doivent être réutilisables, et en fait, il faut vraiment voilà, développer des plans de gestion des données, des caractéristiques, faire des données de façon à ce que ce soit une utilisation donc, très ouverte. Alors que pour moi, l'innovation ouverte, c'est le processus qui doit être ouvert. Et donc ouvert, comme on en discutait tout à l'heure à la réponse des citoyens, en fait, à l'ensemble des acteurs qui sont concernés. Donc l'innovation ouverte, et pour moi l'innovation ouverte, c'est l'exemple, vraiment, c'est les travaux d'Eric Van Diepen, sur ces communautés, dans le bike surfing ou dans le logiciel libre, qui travaillent de façon ouverte, un échange assez libre entre les acteurs. Et c'est ce qui fait la puissance de la communauté et la puissance du processus. Dans le monde, en fait, de l'agriculture, on a en fait des droits de la propriété qui sont un peu comme le logiciel libre. Pour la création des variétés végétales, en fait, on a un droit de propriété intellectuelle, le certificat d'obtention végétale, qui permet en fait de réutiliser une variété protégée pour produire une nouvelle variété. Et cette variété, elle est libre en droit par rapport à la variété qui a été utilisée. Donc ça permet en fait aux acteurs un accès libre, de recombiner en fait du matériel génétique, etc. Et c'est extrêmement puissant. Bon, alors là c'est un peu technique, mais
on a vraiment là un modèle d'innovation ouverte. Donc on a différents modèles d'innovation ouverte. Et je trouve ce qui est intéressant, c'est quand l'innovation ouverte va dans le sens d'une possibilité pour les acteurs concernés d'avoir une influence et de participer, de contribuer au processus d'innovation. Voilà, donc je trouve le ministère de la Recherche en France était quand même plutôt sur science ouverte au sens des données, plutôt que sur innovation ouverte comme un processus vraiment ouvert. Ensuite, il y a toutes les Open Innovation, c'est aussi Sherbrooke, en fait, qui est, donc là c'est le management, c'est l'idée que quand vous êtes dans la pharmacie, en fait, vous n'allez pas faire tout chez vous, mais vous allez effectivement sous-traiter, avoir des contrats de licence, etc., de façon à vous concentrer sur vos compétences cœur. Mais bon, c'est encore un autre sens d'innovation ouverte, et ce n'est pas le sens que j'utilise là. Oui, si vous permettez, j'ai deux petits commentaires et une question. Les commentaires, le premier, c'est concernant Elon Musk. Vous avez montré donc, comme si on peut dire, le prototype de l'entrepreneur innovant. Je me suis dit, il y a un contre-exemple symétrique. Il y a la fusée Soyouz, elle existe depuis 60 ans, et c'est toujours une des meilleures. Et donc, ça a très peu évolué, un petit peu quand même, très peu évolué, mais c'est toujours un des meilleurs lanceurs. Donc, on voit bien qu'il peut y avoir, par rapport à un objectif donné, il peut y avoir différentes stratégies. Mon deuxième commentaire concerne un certain nombre d'activités, alors qui ne relèvent pas du secteur traditionnel, qui est le secteur de luxe. Alors, qui joue plutôt sur la rareté, sur la qualité et sur la liberté des gens et leur goût. Qui échappe apparemment à ce domaine-là, mais aussi, dans ce secteur-là, il y a aussi un certain nombre d'évolutions pour satisfaire effectivement ce type de marché. Ça, c'était mes commentaires. La question, c'est, vous avez mentionné plusieurs fois la Chine, qui est une économie quand même très dirigiste. Comment vous expliquez effectivement sa capacité, sa réactivité, sa capacité à s'adapter au monde actuel et dans de nombreux secteurs et un leadership qui est quasi mondial. Quelle est l'explication que vous pouvez donner à cette anomalie, si on peut dire? Oui, merci. Juste une réaction sur la première réaction. En fait, votre remarque est vraiment très intéressante. Ça me fait penser aux travaux de l'historien des technologies de l'Imperial College, David Edgerton, qui a écrit un livre qui est traduit en français qui s'appelle Le choc de l'ancien, The Shock of the Old. En fait, qui montre que, et c'est passionnant sur le plan de l'histoire de la technologie, en fait, il dit, en fait, c'est bizarre, hein, les historiens de la technologie ont toujours travaillé sur la production des nouvelles technologies, mais jamais sur l'usage des technologies. Et si vous travaillez sur l'usage des technologies, en fait, vous voyez qu'il y a une persistance des technologies qui est beaucoup plus importante que une vision innovation technologique centrée peut donner. Donc il y a vraiment quelque chose qui est... Bon, c'était Jean-Baptiste Fressos, qui est maintenant assez connu, a travaillé avec Edgerton, et beaucoup d'idées sur lesquelles travaille Fressos, notamment sur sans transition, c'est-à-dire le fait que on parle tout le temps de transition, mais en fait sur l'énergie, en fait non, ça s'additionne. Comment c'est, voilà. Donc du coup, c'était juste sur Musk et la puissance de l'ancien. Rappelez-moi la question finalement. C'était sur la Chine. Oui, sur la Chine. Alors ce serait un peu long, et puis je ne suis pas vraiment un spécialiste, mais les collègues qui travaillent là-dessus parlent de darwinisme autoritaire. Et donc ça associe effectivement la puissance d'un parti et de tous les leviers de commande qu'on peut connaître ou imaginer. Et ce qui fait qu'on a une politique, en fait la politique des véhicules, des alternatives aux véhicules à moteur thermique, en fait elle est très ancienne, et avec une orientation sur le véhicule électrique qui date du début des années 2000, et avec un plan qui va des terres rares jusqu'aux véhicules.
et avec une standardisation qui a permis effectivement à toute une série d'acteurs en fait de se développer. Et il y a un écosystème d'acteurs autour du véhicule électrique qui est vraiment très très important. Hein. Donc c'est pas simplement une entreprise nationale, c'est un écosystème et en fait donc il favorise cet écosystème en stabilisant les horizons d'attente. Donc quand le gouvernement chinois, Parti communiste, etc. disent voilà, en 2030 on aura tant de pourcentage de véhicules électriques, c'est beaucoup plus crédible que la position de la Commission européenne. Donc les acteurs s'engagent. Et ensuite, en fait, ce que montrent les travaux, c'est qu'il y a vraiment régulièrement un changement des règles. Par exemple, sur l'autonomie des véhicules. Et donc, vous vous adaptez aux nouvelles règles ou vous sortez. Donc ça, c'est l'aspect darwinisme, enfin sélection. Donc il y a à la fois un écosystème qui est créé avec un engagement fort de l'État et des mécanismes de sélection qui contraignent les acteurs à avancer. Alors quand, en plus, vous avez le protectionnisme quand il faut, vous avez le plus grand marché du monde. Hein. Sur le véhicule électrique, la Chine, ils ont aujourd'hui, en 2023 ou 2024, ils vendaient 3 fois plus de véhicules que le total Europe ou plus États-Unis. Et avec une gamme qui est extrêmement étendue, c'est-à-dire c'est pas que je caricature, que les grosses SUV, il y a aussi des petits véhicules, donc il y a toute la gamme. Quoi. Voilà, donc du coup, ils ont une offre aujourd'hui qui est... je pense que heureusement que Musk maintenant est à l'abri de Trump, parce que, donc, dans tous ces domaines, c'est vrai que Draghi n'a pas tout à fait tort, sûrement. Vous voyez, la production de panneaux solaires, les usines ferment, parce que les Chinois ont pris de l'avance et ils peuvent aujourd'hui en fait avoir un dumping qui est vraiment très important, mais également des coûts de production qui sont très faibles. Donc, du coup, cet aspect effectivement de compétition internationale, il ne faut pas du tout le négliger. Mais évidemment, ça renvoie à la question qu'on avait tout à l'heure, donc la question d'un protectionnisme raisonné. Donc, c'est pas fermer les frontières, en sachant que de quoi sera fait demain, à partir de mi-janvier, beaucoup de choses vont changer, hein, notamment sur ces questions d'échange international, c'est évident. J'avais 2 questions, s'il y en a d'autres. Vous avez parlé de piloter l'innovation en se donnant un objectif. Est-ce que c'est pas contradictoire par rapport au principe de la recherche fondamentale, par exemple, où en fait la recherche fondamentale a une certaine liberté d'action et les objectifs ne sont pas présentés en avant. Oui, merci. Alors c'est enfin la question que j'attendais. Non, mais c'est vrai que c'est délicat et pour utiliser piloter, en fait, on s'est gratté la tête plus d'une fois parce que évidemment on est toujours piégé par les termes. Donc si on pense qu'on pilote l'innovation comme on pilote, je sais pas, mon vélo ou non, c'est plutôt, c'est pour ça que c'est en préparant cette conférence que j'ai pensé à l'expression donner du sens. Je pense que donner du sens c'est plus adapté que piloter. Donc c'est vraiment la question de la direction, sachant que dans la recherche il y a ce qu'on appelle la sérendipité, c'est-à-dire que on peut chercher quelque chose et puis trouver autre chose qui est plus intéressant. Alors, si on avait le temps, je vous donnerai un exemple, mais je ne résiste pas parce que on a des collègues qui travaillent sur la biodiversité. Ils sont excellents et leur problème c'était de géolocaliser les plantes qu'ils trouvent dans la nature, de façon à avoir. Donc c'était vraiment très important. Et ils avaient besoin d'une géolocalisation au centimètre près, parce que sinon les petites plantes, vous ne les retrouvez pas. Donc ils ont conçu
un dispositif de géolocalisation. Puis comme on est à INRAE, ils ont discuté avec des collègues et ils ont dit, mais en fait ça on le met sur un tracteur et ça fait de l'agriculture de précision. Et donc là aujourd'hui on a un système low cost, vraiment, qui permet aux agriculteurs d'avoir accès à cette technique sans passer par John Deere ou Google, etc. Et ce qui est très important pour les techniques de l'agroécologie. Donc évidemment, ce type de résultats inattendus, il faut pouvoir les saisir. Donc il faut avoir des plans qui sont complètement flexibles. Mais en général, voilà, si vous travaillez sur les navettes spatiales, vous n'allez pas trouver grand-chose dans le domaine de la santé. Voilà. Donc du coup, il y a quand même, par rapport à la sérendipité, des choix qui peuvent être faits. Et puis ensuite, la façon dont on travaille, nous, c'est vraiment de... Enfin, moi, j'ai aucun problème, vraiment, avec mes collègues qui disent, moi, tout ce qui m'intéresse, c'est la production de connaissances fondamentales. Bon. C'est vraiment quelque chose qui est hyper important, et pour plein de raisons. Pour la science elle-même, pour la culture, éventuellement pour... Mais quand j'ai des collègues qui disent « Moi, je fais cette recherche parce que je veux atteindre tel objectif et je veux avoir telle contribution », dans ce cas-là, moi, je leur dis « Mais ouais, et comment tu es équipé pour faire ça ?» Voilà. Et quand on équipe les collègues pour faire ça, on se situe avec des approches de management adaptatif, où on prend en compte le fait que dans la recherche, il y a des inconnus, des incertitudes, vous allez avoir des gains de connaissances, vous allez avoir un changement d'environnement, etc. Et il faut avoir cette flexibilité. Ce qu'on n'a pas en fait dans beaucoup de dispositifs de financement par projet, en fait, hein, où quand vous avez l'argent, vous avez l'argent, et puis ensuite vous avez les livrables, etc. Donc il faut raisonner vraiment autrement. La recherche sur projet. Enfin, moi, j'ai rien contre la recherche sur projet, mais vous voyez que ça va être... Enfin, il faut vraiment se donner les moyens, effectivement, de dire « Ah mais non, on avait dit ça, mais en fait, c'est mieux d'aller vers tel objectif. » Donc, oui, vous avez raison, mais on ne peut pas dire non plus que... Enfin, voilà, donc c'est une vraie question que vous posez. Moi, j'y réponds en disant c'est pas parce que... il y a des choses qu'on ne peut pas prévoir, qu'il ne faut pas se doter d'outils qui vont permettre effectivement de faire tout ce qu'on peut pour apporter la contribution qu'on a promis d'apporter. Voilà. Donc, et enfin, nous on travaille là-dessus, et quand on travaille avec ces outils, avec les chercheurs, enfin, ça dépote, hein. C'est vraiment intéressant, et c'est vrai que on ne conçoit pas le projet ou le programme de recherche de la même façon. J'en ai une deuxième. Pour revenir à l'Anthropocène, comment on articule la notion d'innovation avec celle de progrès et celle de croissance? Parce qu'on n'a pas parlé de ce. Oui, alors moi, je n'ai pas de réponse générale, mais vous voyez que la façon dont on a travaillé ces questions dans le domaine agricole, c'est effectivement de dire, attention, sûrement des modes de consommation actuels ne sont pas généralisables. Donc c'est pas dire, en fait, c'est pas une attitude de décroissance, c'est dire... et c'est vraiment des exercices de prospective, hein, alors avec des données quantitatives, parce que c'est important effectivement d'essayer de voir quelles sont les conditions de viabilité des futurs sur lesquels on discute. Et donc en matière agricole et alimentaire, on sait qu'on a des terres disponibles, on a des technologies, on a la production, on a des personnes qui consomment. Et donc dans ce cas-là, vraiment, la leçon du HIT-LAMCET, et qui est vraiment partagée, c'est que si on étend, disons, enfin, c'est une banalité de le dire, mais
le modèle américain à l'ensemble des habitants de la planète, on n'y arrivera pas. Donc il faut vraiment, les limites planétaires. Donc du coup, pour moi, la question c'est vraiment le cœur de l'analyse. Alors ces questions de limites planétaires, elles sont discutées, parce que c'est pas des slides, c'est des calculs, etc. Donc il ne faut pas non plus les réifier et les prendre pour des réalités qui ne sont pas critiquables, mais c'est des repères pour essayer de dire quelles sont les zones de viabilité dans lesquelles on se situe. Donc, du coup, moi, j'ai pas de position autre que celle-là sur la croissance. Mais ce qui me semble, on parlait tout à l'heure du Club de Rome, donc la question de savoir si on peut avoir une croissance verte, c'est une question. Si vous appliquez aujourd'hui, 3% de croissance par an sur. Je travaille sur des questions des échelles de milliers d'années, aussi sur la question des déchets nucléaires, qui est encore une autre question. En fait, vous voyez bien que quand si vous avez une croissance ne fût-ce que de 3% par an, vous n'allez pas très loin en termes à des échelles de temps très longues. Donc de toute façon, la période qu'on a connue, cette période vraiment qui est très impressionnante, il y a un artefact avec les courbes, etc., mais il y a quand même une réalité forte derrière, sur la croissance de la population, la croissance de l'utilisation des ressources, etc., etc. Donc moi, je ne pense pas qu'on arrive effectivement à maintenir cela. Voilà, et pour l'agriculture, c'est pour ça qu'il y a eu un certain consensus autour de ce que j'ai indiqué. Pour les autres domaines, je ne sais pas, mais en tout cas, quand l'ADEME parle des questions de mobilité, le véhicule électrique peut aider, mais il est clair que si on veut atteindre quand même en Europe, on a la stratégie nationale de neutralité, la stratégie de neutralité carbone qui se décline en stratégie nationale, à l'horizon 2050. Vous prenez les transports, l'habitation, l'agriculture, les changements vont être majeurs. Alors on peut dire de tout ça, de toute façon on s'en fiche, okay. Mais Valence, le sud-est, on y est. Voilà, donc du coup, il est peut-être un peu tard, mais je trouve que c'est vraiment important d'avoir ces repères. Donc, c'est une réponse un peu longue pour vous faire partager un peu mon embarras par rapport à la question. Donc du coup, je ne crois pas que la décroissance, pour moi, n'a pas un sens, ce n'est pas un objectif, mais simplement il faut penser autrement les façons d'habiter, de consommer, Et ensuite, donc il y a vraiment une question aujourd'hui d'inversion des priorités, mais c'est pas facile parce que si c'est pas, en gros, si on n'arrive pas à travailler sur les inégalités, la justice sociale, on voit où on va, c'est clair. On sera, je serai taxé comme vous tous d'éco-terroristes, d'écologie punitive. Non, mais il y a une inversion aujourd'hui, effectivement, du langage. C'est assez impressionnant. Donc, c'est aussi notre responsabilité. On ne peut pas que se plaindre. Je pense qu'il faut aborder ces questions. Voilà. Bon, je vois on va quand même manger après. Des légumes secs, lentilles pour tout le monde ce soir. Voilà.